J'ai énormément d'idées, mais à jamais je me serais dit ouais, vas-y, je me lance avec mon projet, j'y vais, quoi. Jamais de la vie. Et pour autant, c'est jamais bon, quoi. Tu vois, c'est jamais assez, on va jamais... tu vois, c'est bien, hein, mais on fête les victoires, c'est génial. Mais toujours cette remise en question. Ok, j'ai plein de questions. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a été très très vite. Franchement, c'est super bien que ça se soit passé de cette façon-là, surtout que du coup, ça a été fait de manière extrêmement naturelle, tu vois. Mais ouais, si c'était... Enfin, tu vois, si... C'était à refaire, tu ferais comme ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Si demain, tu vois, je dois remonter une autre boîte, etc., je le referais de la même manière. Ah, je comprends 10 fois. Si je compare l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, t'as pas de filet, quoi. Enfin, ou peu. En fait, on incite les collaborateurs à prendre justement leur rôle d'entrepreneur. Et une fois qu'on te le dit, tu dis « Ah oui, c'est logique !» Culture Leroy Merlin, ce côté très entrepreneurial, ouais, comme tu disais, comment ça se... Enfin, tu vois, moi, ça m'intéresse de savoir comment ça se manifeste dans les faits, tu vois, parce que, bon, moi, je te connais, toi, qui es un entrepreneur, finalement, aussi de Leroy Merlin, mais je sais pas exactement, tu vois, comment ça s'est passé pour que tu te retrouves dans cette position, ou ce genre de choses, tu vois. Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a eu, enfin, en tout cas, si on parle de Make It, l'expérience que j'ai menée, d'ailleurs, avec Anthony Guinverche, on était deux, hein, mais je l'expliquerai peut-être après. En fait, j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a été très très vite. Et en même temps, en fait, c'était très structuré. Ce que je te disais avant, ça a été porté par Stéphanie Ajar, qui était directrice d'innovation. Et c'est elle qui a impulsé en fait cette démarche-là de faire des espèces de groupements de 3-4 projets par an. Qui étaient incubés de manière interne en fait, avec un consultant qui nous accompagnait sur l'apprentissage, la méthode Lean Startup, la création d'une startup en interne. Et vraiment, c'est ça qui a permis finalement de monter ces projets. Donc il y avait plusieurs choses, c'était la proximité avec nos dirigeants. De manière assez régulière, tous les 3 à 6 mois, en fait, on avait un comité de passage, soit du go-no-go, soit on valide les apprentissages, on change de lieu, enfin pour Make It en tout cas, voilà, et on valide tous les différents apprentissages. Et puis le mandat, en fait, on nous a dit, bah les gars, c'est votre sujet, vous y allez à fond et vous affranchissez de ce qui se passe en interne. Et donc ça, enfin tout combiné, en fait, nous a permis finalement de faire éclore nos sujets. Et donc il y avait différents sujets, il n'y avait pas que Make It d'ailleurs. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a, en tout cas précisément pour Make It, fait naître le projet. Après, en parallèle, dans la culture d'entreprise, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que y a la vision à 10 ans en fait, et ça permet justement de faire éclore des projets. Et typiquement dans la vision 2025, qui a été initiée en 2015, en 2017 en fait, on a eu Vision Action, qui est un appel à porteurs de projets en interne, qui a permis de faire émerger 300 porteurs de projets dans l'entreprise, hein, il y a à peu près 30 000 collaborateurs, pour porter divers sujets et leur permettre de vivre l'expérience Lean Startup. Donc ils ont été ambiancés au parcours du Lean Startup avec la définition de la cible, avec la problématique plutôt que la solution, les entretiens aussi avec les clients. Et donc chaque magasin potentiellement, et voire même des services internes, ont pu expérimenter et créer des projets comme ça. Et donc ça, c'est très fort chez Leroy Merlin, c'est très fort dans les entreprises type Boulanger, Decathlon, qui font partie de la même galaxie, parce que en fait, on incite les collaborateurs à prendre justement leur rôle d'entrepreneur. Ok, j'ai plein de questions. Vas-y. J'ai plein de questions. Bon, déjà, est-ce que tu peux présenter vite fait Make It ? Ouais. Parce que moi, je connais, mais les personnes qui... Carrément. Vas-y. Carrément, Make It, c'était un atelier boutique qu'on a ouvert dans Paris. Sur 200 mètres carrés à peu près, rue des Rosiers, donc en plein cœur du Marais. L'idée, c'était en fait de répondre à une problématique qui était simple. C'était je suis parisien, j'ai pas de place, j'ai pas d'outils, j'ai pas de compétences. J'ai envie de créer parce qu'en fait, souvent, j'ai un petit espace et je peux le personnaliser, mais je sais pas faire chez moi en fait. Parce que si je fais du bruit, en fait, les voisins du dessus vont venir me voir et voilà, ça va être galère. Si je salis en fait dans la chambre de ma fille, ça va pas le faire. Et puis m'équiper juste pour faire une table basse, ça vaut pas le coup. Oui. Donc en fait, on a ouvert un espace comme ça où il y avait des établis avec des outils, une myriade d'outils, des coachs qui étaient là pour accompagner les gens, de la matière première et de l'inspiration. Et la matière première, c'était des produits à vendre, principalement du bois, de la quincaillerie, de la peinture, des luminaires, etc. Donc voilà. Et on proposait l'accompagnement en prix, en service, en fait, avec du coaching ou avec de la location d'établis seuls. Et puis les clients pouvaient payer en supplément les matériaux pour créer. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, c'était vraiment la proposition de valeur, c'était tu débarques et tu te fabriques toi-même ton meuble. Exactement, ouais, c'est ça. En gros, tu viens avec qui tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux. Voilà, en gros, c'était ça. Ouais, non, c'est canon. Puis l'espace était très beau et tout. Enfin, moi, je me souviens, donc c'était très très cool. Donc, si on en revient donc, à toute cette organisation, moi, une des premières questions que je me pose, c'est donc ok, t'as parlé de la vision à 10 ans, très bien.
Ensuite, il y a un appel à porteurs de projets, etc., etc. Et ensuite, du coup, c'est des gens qui sont en quelque sorte incubés. Oui. En fait, c'est un peu comme s'il y avait un incubateur Leroy Merlin. Et donc, toi, tu intègres cet incubateur. Ouais. Pendant cette période-là, donc toi, tes fonctions au sein de l'entreprise, les fonctions historiques que tu avais, c'est fini. Non. C'est ça la particularité. Belle question. Ouais, effectivement. Alors du coup, pas sur Vision Action, mais effectivement, à l'initiative de Stéphanie et la direction générale, on crée ce petit incubateur interne où il y a 4-5 projets qui sont inclus dedans, dont le nôtre. C'est la deuxième saison. Il y avait déjà eu une première saison avec des projets. Tu veux dire Make It, c'était la deuxième? Ça fait partie de la deuxième saison avec 4 autres projets, dont le magasin de Paris Batignolles, par exemple, et d'autres projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc Make It fait partie de cette deuxième saison. Et donc on est incubé, effectivement, pendant... on rentre en août 2017, si je ne dis pas de bêtises, et avec un premier MVP de Make It en juin 2018. Enfin, en mai 2018, je me perds dans les dates. Et donc l'idée, c'est vraiment de continuer notre job, parce qu'on pouvait pas... en fait, si tu veux, ça allait très vite. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'ai pas compris ce qui se passait, parce qu'en fait, on a porté ce projet-là. C'est un projet que j'avais quand je suis arrivé dans l'entreprise, qui était hérité de ma prédécesseur. Qui avait déjà rencontré Anthony, et on s'est dit il y a un truc à faire avec nos produits, parce qu'on sent moi j'étais chef de produit en fait sur le bois, donc je m'occupais de toutes les gammes de produits bois pour les magasins Leroy Merlin France, hein. Je caricature un peu, mais dedans tu as des tasseaux, tu as des panneaux, etc. Tu peux faire n'importe quoi avec ça, et on sentait un peu cet essor du do it yourself avec Pinterest, avec Instagram, etc. Et Anthony il était sur la partie quincaillerie. Et en fait, on s'est dit, ça matche bien, oui, il y a un truc à faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a monté le projet. Mais finalement, au départ, le projet, c'était pas ça, hein. Le projet, c'était, on veut créer des tutos. Dedans, on veut mettre nos produits. Et on veut dire au client, fais cette table basse avec nos produits. Ce qui est ensuite devenu une stratégie d'acquisition pour Make It. Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais c'est comme ça qu'a fini, entre guillemets, Make It. Il y a eu toute la période Covid, etc. Mais il a fallu qu'on pivote et on était uniquement sur le digital. Et du coup, on est revenu finalement à cette proposition de valeur. Mais effectivement, au début, c'était ça. Et on rentre en août 2017 dans l'incubateur interne. Donc Start, c'est notre cellule d'innovation. Et puis là, on va dans la rue. Donc moi, je continue à être chef de produit à côté jusqu'à juin 2018. Et je reviendrai après sur le premier pop-up. Mais donc on va dans la rue et on se prend une grosse claque parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas des tutos. Finalement, c'est un lieu, c'est des outils, c'est un coach. Voilà. Et donc je continue à être chef de produit jusqu'à mai-juin. Mai-juin, j'étais encore chef de produit. On avait le premier pop-up, donc c'était très très tendu. Et puis juin, on valide le fait qu'on passe à 100% sur le projet à partir de novembre. Date à laquelle on réouvre rue des Rosiers. Donc il y a eu un premier MVP, et puis le deuxième, finalement, c'était rue des Rosiers quand on a ouvert l'expérience que tu connais. Comment ça se répartit ton temps? Parce que du coup, tu as des aménagements de temps, des choses comme ça? Ça a été très complexe au début, il n'y en avait pas, jusqu'à finalement, je dirais février-mars, parce que février, on a un go-no-go avec la direction, et on a une journée et demie par semaine. Mais en soi, février-mars, c'est la période où finalement tu construis tes gammes de produits quand tu es chef de produit. Tu vas commencer à faire des appels d'offres. Donc en fait, c'est un temps qui est très très chargé, qui est très chargé. Donc finalement, le premier pop-up store, quand on ouvre en mai, on ouvre du mardi au dimanche. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait deux choses. La première, pour gagner du temps justement, et puis aussi pour rentabiliser la chose, c'est qu'on a fait participer nos fournisseurs. Parce qu'il y a un espace de vente dans lequel on pouvait mettre 20 fournisseurs, enfin en gros 20 fournisseurs portant des offres de produits. On les a fait participer parce que 20 fournisseurs sur les milliers de fournisseurs qu'il y a à Leroy Merlin, c'était aussi une exposition dans un endroit hyper intéressant dans Paris, etc. Et eux, ils voyaient un intérêt parce qu'ils y voient une façon de vendre différemment les produits. Et du coup, c'était gagnant-gagnant. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a fait un appel à l'aide de nos magasins parisiens, et notamment de vendeurs des magasins parisiens, pour leur dire venez vivre l'expérience Make It, parce que ça n'a rien à voir avec la vente. Là, vous allez coacher des gens, les accompagner sur un projet précis. Du coup, finalement, on a eu pas mal de candidatures. On a eu une 60aine de personnes qui sont venues nous aider pendant 1 mois et demi. Canon. Mais pas trop les samedis dimanches. Normal, parce qu'en fait, le commerce prend le dessus et c'est logique. Donc les samedis dimanches, on était souvent 2, voire 1 ou tout seul à coacher les gens. Et donc, c'était hyper intéressant parce que moi, j'ai fait gaper mon niveau de bricolage. oui, j'imagine. Et mais c'était riche d'enseignements, en fait, cette première expérience qui nous a permis justement de valider le fait qu'on revienne un an rue des Rosiers. Mais donc, pour intégrer cet incubateur, tu as déjà une première phase de sélection, etc. Où là, l'idée, c'est vraiment, de toute façon, vous allez... En fait, cette phase d'incubation, ça va être le filtre.
Oui, ça a été un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu déjà des premières étapes avant où on a rencontré l'équipe innovation. En fait, je pense qu'ils ont senti un peu la profondeur du sujet. Ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, même quand on a le projet initial sur les tutos, que les clients qui étaient dans mes rayons et les clients qui étaient dans les rayons d'Anthony, c'est des gros bricoleurs, une 50aine d'années, plutôt masculins, habitant en périphérie. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait à la base, c'était renouveler notre cible. Et c'était d'attirer des nouveaux clients plutôt urbains, plutôt jeunes, plutôt dynamiques, etc. Pinterest, à fond. Et donc, c'est ça qui a parlé, je pense, beaucoup à l'entreprise, parce que on avait cette idée en tête d'aller chercher ces gens-là. Et en fait, quand on a fait les interviews, donc c'est pour ça que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu une petite phase de présélection, et puis pendant, quand on a fait les interviews, on s'est rendu compte de l'appétence. Je crois que c'était 1 sur 2 qui cliquait sur la pub, ou qui cliquait sur la sélection de rendez-vous. En fait, on se disait, ouais, c'est génial, c'est à Lille, on y va. D'ailleurs, ça devait être à Lille au début. On a changé notre fusil d'épaule, on est venu à Paris, ce qui était pas plus mal, mais c'était dingue. Après, on s'est mis vraiment dans les endroits où la cible pouvait potentiellement aimer, quoi. Ok. Donc, cette phase d'incubation, donc l'idée, c'est vraiment commencer à construire le MVP. Tu disais que t'es coach, donc c'est le moment où tu vas dans la rue, etc., etc. Ensuite, une fois que le projet voit le jour, là, par contre, t'es full-time là-dessus. Alors après le premier MVP, donc premiers enseignements, je crois que c'était 90% des clients n'étaient pas clients Leroy Merlin, 25-35 ans, plutôt des femmes, beaucoup d'appétence, et puis le lieu était rentabilisé. Mais finalement, le temps était trop court. 1 mois et demi, c'était relativement court finalement pour tirer suffisamment d'enseignements. Donc là, on a dit, ok, on propose de faire 1 an plein. Par contre, on est détaché à 100% et on recrute une équipe de coach parce que moi avec mes compétences, pas terribles. Et donc, voilà, c'est ça le mandat qu'on a été chercher. Et ça a été validé. Donc, à partir de novembre 2018, ouverture rue des Rosiers à temps plein. Mais ça a été un peu compliqué de trouver le lieu. Et d'ailleurs, le lieu, finalement, on a pris ce lieu-là, mais si c'était à refaire, on aurait pris, je pense, un autre lieu dans Paris. Si c'était à refaire, tu aurais fait comment ? J'aurais choisi un lieu plutôt dans un quartier d'habitation. Parce que là, on était dans un quartier touristique. Plutôt touristique. Et qui était, finalement, on voyait que c'était beaucoup de curieux, beaucoup d'étrangers, enfin pas mal d'étrangers, et compliqué en fait pour un Parisien de venir dans cet endroit-là. Si t'es pas loin d'un hub, ça va, d'un hub RATP. Ou si, on aurait bien aimé expérimenter dans le 12e, dans le 15e, où là, vraiment, il y a des gens qui habitent et où il y a plus de population. Le 4e, je crois, à l'époque, c'était 28 000 habitants. Puis comme tu dis, c'était très touristique et du coup, ça allait bien avec la vibe. En fait, le côté un peu bobo, ça va bien là-dedans. Mais par contre, d'un point de vue praticité, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent. Et surtout quand tu as des meubles à transporter jusqu'à chez toi. Ça, c'était complexe. Clairement. Mais bon. Ok. Et donc, toute cette partie intrapreneuriale, donc c'est toujours quelque chose qui est resté, c'est-à-dire que là, il y a toujours des batchs, etc. Non, il n'y a plus de saison, en tout cas, il n'y a plus de suivi dans ce sens-là. C'est ce qui a été pris, c'est le relais qui a été pris par Vision Action. En fait, Vision Action a dit, ok, on prend le relais avec la Vision 2025 et on va porter des projets, on va faire émerger des projets et on va sélectionner des projets forts pour l'entreprise. Et c'est comme ça qu'est né le projet sur lequel je suis actuellement. Et c'est comme ça qu'est né un projet, peut-être qu'on a entendu parler, qui s'appelle Je bricole à l'école, qui permettait aux collaborateurs d'aller dans les écoles faire bricoler les enfants. Hyper smart. En plus, tu changes complètement les activités des enfants. Complètement. Et le projet que je porte actuellement, qui est une émanation d'un projet qui s'appelait Parce que ce serait dommage de les jeter, qui est un peu le too good to go de nos magasins, et qui maintenant devient la seconde vie des produits. Ok. Et donc, ce projet-là, donc vu que c'est plus des saisons, des choses comme ça, donc comment tu t'es retrouvé là ? C'est très simple en fait. Donc c'était l'émanation de Vision Action, portée par 2 magasins. Sauf qu'en fait, quand tu es en magasin, si tu n'as pas l'appui des services internes, au bout d'un moment, le projet il s'épuise vite en fait. Il faut pouvoir avoir l'appui notamment du service informatique, tout un tas de services qui peuvent t'aider. Et donc là, c'était accompagné par le service après-vente et une chef de projet au service après-vente. Et il y a eu une opportunité, cette chef de projet est partie. Et donc on s'est dit finalement le projet de la seconde vie des produits, déjà il faut l'explorer, et en plus c'est pas au SAV quoi. C'est pas du service après-vente. En gros, si tu vas sur l'occasion, sur le rachat de produits, la revente, le reconditionnement, c'est plutôt une cellule à part qui fait partie d'un même tout avec le service après-vente, mais c'est une cellule à part. Donc c'est à ce moment-là finalement, début 2021, qu'on s'est dit il y a une opportunité là-dessus. Ça tombait bien, j'avais envie d'explorer cette piste-là, et je porte à cœur ces sujets autour de l'environnement et de comment on arrête de jeter, on arrête de surproduire, on met plus de circularité, clairement. Ok, donc là, ce projet, si tu nous le pitches en une phrase ?
Bon, c'est la seconde vie des produits, ça permet finalement de racheter des produits à des clients pour les reconditionner et les revendre. Ok, donc c'est Leroy Merlin qui s'occupe de les racheter, de les reconditionner, etc. En mode plateforme, c'est-à-dire qu'on le fait nous en interne ou on le fait faire, et on le revend ou on le fait revendre. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire on est le catalyseur finalement des produits, de la matière première. Parce qu'on sent effectivement que potentiellement dans le futur ça risque d'être un peu tendu sur la matière première, et l'idée c'est de se dire on circularise un peu plus la matière. On essaie de passer un peu plus d'un schéma où on extrait la matière de la nature à un schéma où on réutilise cette matière-là. Oui, puis vous avez deux grosses valeurs qui sont déjà la connaissance des produits et puis le réseau de distrib. Exactement. Et en fait, moi, si je pitch le produit de manière différente, là, je pitch à mon ancienne casquette chef de produit. Un chef de produit, il achète à des fournisseurs des produits extraits de la matière, de la nature, des produits neufs pour les vendre des produits neufs à des clients. Là, potentiellement, tu achètes des produits d'occasion à des clients pour les revendre à des fournisseurs. T'inverses le schéma pour justement recirculariser la matière. Ou tu les vends aussi à d'autres clients. Excellent. Et donc, là, quel a été le process pour toi donc, tu disais, ça a été porté par des gens en interne, mais du coup, ensuite, t'as pas eu à postuler. Du coup, on a sélectionné ce projet. Oui, en fait, si, j'ai quand même on a fait la demande avec le porteur du SAV. En fait, on s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Mais le projet existait. Il existait, oui, il existait. Il permettait, en fait, c'était pas exactement. Il y a vraiment deux pans au projet. Un pan très too good to go. Comment j'évite de jeter, anti-gaspi. Donc ça, c'est vraiment le projet initial. Parce qu'il serait dommage de les jeter, qu'on a transformé, qui s'appelle maintenant les presque parfaits. Donc tu as des corners presque parfaits, qui sont des produits abîmés en fait, en rayon. Ou des produits... ça fait penser aux légumes moches. C'est exactement ça. Donc en fait, plutôt que de les jeter, et c'est vrai que c'est dommage de les jeter, on les met dans un corner à un prix réduit, vraiment complètement pété, et ils partent. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est vraiment comment je vais sur le marché de l'occasion. Des produits qui ont déjà eu une première vie, et que je vais les chercher parce qu'en fait, ils dorment dans ton garage et que tu n'en as plus besoin. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, et d'autant plus que Leroy Merlin aujourd'hui vend des produits neufs qui ne servent que très peu de temps en fait. Bien sûr. Une perceuse, c'est 12 minutes dans une vie ou 2 trous par an. C'est vrai, c'est la vraie data. Ouais, c'est la vraie data, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, 12 minutes, ouais. C'est pas énorme. Mais pour autant, tu vois, on rachète les produits des clients habitants, on appelle les habitants chez nous, depuis octobre 2021. Et en fait, la perceuse, quand on fait des interviews utilisateurs, ils nous disent, mais non, moi la perceuse, je veux la garder. Parce que si j'ai besoin de me monter une étagère Ikea, ou si j'ai besoin de faire des trous, je veux qu'elle soit là. Oui, c'est toujours ce truc de au cas où. Au cas où. Même si tu l'utilises jamais. Par contre, on a tous, je pense chez nous, ou dans nos entourages, des gens qui gardent un coupe-carreau, une scie à onglet. Clairement. Et ça, potentiellement, t'en as plus besoin, quoi. Et puis c'est plutôt le coupe-carreau, c'est vrai que c'est vraiment typique, ça. Ouais, c'est expérience personnelle aussi, tu vois. Oui, oui. Toi aussi. Oui. Voilà, oui. non, mais clairement. Ok. Toi, en tant que... En fait, du coup, tu as un rôle un petit peu particulier dans ce genre de situation, c'est-à-dire que tu as à la fois un rôle de salarié d'une organisation et à la fois un rôle d'entrepreneur. Oui. Toi, comment... déjà, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, d'un point de vue mindset, alors c'est peut-être une question métaphysique, je sais pas, mais je me dis, est-ce que toi, avant de porter ce type de projet, tu avais déjà, tu vois, des projets entrepreneuriaux, etc. Non, j'ai énormément d'idées. Mais à jamais je me serais dit ouais, vas-y, je me lance avec mon projet, j'y vais, quoi. Jamais de la vie. Enfin, jamais, parce que ça m'était pas venu à l'esprit. Oui, bien sûr. En fait, et je m'étais dit, et c'est de fil en aiguille, quand on a découvert Make It, qu'on s'est dit, ah ouais, ça marche comme ça et tout. En fait, ça a été une vraie découverte. Oui, moi, puis tu vois que tu as le vent dans le dos parce que l'organisation en interne, ils sont en train de te pousser et qui t'encouragent à aller dans cette direction. Exactement. Naturellement, les choses, elles se mettent en place. En fait, c'est comme si tu faisais de l'escalade, mais avec une super sécurité, quoi. Ouais. Si je compare l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat, t'as pas de filet, quoi. Non. Enfin, ou peu, quoi. Enfin, tu t'engages tes fonds propres, et parfois, ça peut être compliqué. Là, c'est pas tes fonds, mais pour autant, c'est toi qui portes le sujet, donc voilà, ça peut aussi être... mais quand même, t'es hyper assuré, parce que t'as ton salaire en fin de mois. Donc, mais ça peut être aussi à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux te dire, ok, j'ai mon salaire, c'est pas grave. Tu vois. Oui. Mais pour autant, en fait, l'aventure est tellement excitante, et t'as tellement envie d'apprendre, t'as tellement envie de faire différemment, que c'est génial. Ce qui était top avec Make It, c'est que en fait, on a pu s'affranchir de pas mal de choses, mais parce que en fait, tout devait aller très vite. On pouvait pas attendre de se mettre dans le media planning de l'année, parce qu'en fait, on aurait attendu 1 an. Ouais. Donc, on a pris le parti de se dire, on crée une marque qui s'appelle Make It Leroy Merlin, et on a les cartes blanches pour faire la com, pour faire la stratégie d'acquisition, pour poser le merch, enfin ces choses-là, quoi, tu vois. Ouais, mais
tu vois, tout à l'heure, tu mentionnais aussi le fait que tous les 3 mois, tu avais un point avec la direction. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas un des éléments, un des facteurs clés, tu vois, du succès des projets, du fait que, bah, tu vois, tu disais, oui, bon, au pire, j'ai mon salaire. Oui, mais quand tu es attendu dans 3 mois par la direction, c'est quand même pas la même. Ouais, tu te mets en risque. Ouais, bien sûr. Bah, mais en fait si je devais résumer les facteurs clés de succès, justement, de l'intrapreneuriat, c'est justement, il faut qu'il y ait ce lien assez fort avec les décideurs, quels qu'ils soient, direction ou pas direction d'ailleurs, mais les gens qui décident. Et ça, c'est hyper important. Il faut que tu aies le mandat de le faire et que ce soit OK dans toute la boîte. Et il faut que la gouvernance soit claire, ça revient au premier point, mais c'est aussi, il faut que tu aies des appuis finalement dans les équipes clés. Et nous, on a eu des appuis dans les équipes clés, notamment à la finance, notamment à la compta quand il fallait passer des factures, à la pédagogie, à la com, tout ça, et ça a été hyper fort. Et si t'as pas ça, en fait, c'est compliqué parce que les gens comprennent pas ce que tu fais. Bien sûr. Oui, puis c'est le paquebot, tu vois. Donc quand les gens ils comprennent pas, ils veulent pas se prendre la tête avec le truc, et puis du coup il y a l'inertie, et toi les choses elles avancent pas, quoi. Enfin, exactement. Voilà. Et du coup, comment tu gères justement le fait de dealer avec le besoin de vivacité, tu vois, de ce côté, il faut shipper des trucs un peu rapidement, etc. Et de l'autre côté, en fait, tu es en train de porter un paquebot. Bah, c'est compliqué. En fait, ça dépend des gens aussi. C'est souvent une histoire de personnes que tu as en face de toi. Il y a des gens qui sont très soutiens, très moteurs, et qui vont t'aider justement, et qui vont dire ok, vas-y, pas de souci. Et puis d'autres qui comprennent pas ce que je disais juste avant, et donc mais c'est ok, parce qu'en fait t'arrives, tu débarques du jour au lendemain avec un truc, tout le monde n'a pas forcément été ambiancé. Au bout d'un an et demi, on pitchait encore Mekit pour acculturer l'entreprise, et c'est normal. Bah oui, c'est normal. Voilà, et donc je comprends cette réaction un peu d'autodéfense, tu vois, tu te dis attention. Mais une fois que t'as acculturé, que t'as montré que t'allais chercher des choses, que tu fais pas la même chose que tes petits copains, etc., ça fonctionne. Mais c'est pas évident. Et en fait, comment en fait on répond à ça? C'est justement par le mandat. C'est quand on te dit, bah, t'as le mandat, vas-y, te prends pas la tête, c'est toi qui décides sur ce sujet-là. Bah, tu t'avances en fait. Ouais. Et après, t'as raison, le rythme avec la DG, ça nous a aidé à statuer, à prendre des décisions. Oui, mais ce mandat, c'est ce qui fait que t'es entrepreneur. Ouais, c'est clé. Vraiment. C'est clé. Parce que du coup, tu te dis, bah, en fait, je me mets pas à risque financièrement, mais je me mets quand même d'une certaine manière à risque telle personne, la boîte, sur tel sujet, un budget, etc., etc. Mais ça demande quand même une conscience professionnelle que tout le monde n'a pas forcément. Oui, et en même temps, là, on était quand même vachement aidés. C'est-à-dire on était vachement accompagnés par Start. On a eu la chance d'avoir aussi Yen, qui est du cabinet Tango, qui nous accompagnait. On n'était pas seuls, donc c'était cool. C'est-à-dire que, tu vois, tu posais des... Alors, on a eu des moments de solitude, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, c'est normal. Mais tu n'étais quand même pas seul parce que tu pouvais te raccrocher à ça. Je prends un exemple. On arrive donc en novembre 2018 dans le nouveau lieu rue des Rosiers. Et puis en décembre, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Beaucoup de trafic, mais pas grand monde rentre, des gens regardent les vitrines et tout. Et en janvier, on fait un rendez-vous avec Start qui nous dit, mais les gars, il faut faire de l'acquisition. Alors on s'est regardé, on a dit, c'est quoi l'acquisition? Je sais pas ce que c'est, moi, l'acquisition. Nous, on a des gens qui viennent dans nos magasins, tu vois, c'est facile. Oui. Là, non, en fait, tu vois, et là, tu te rends compte, ah ouais. Oui, puis en même temps, tu sais, une fois qu'on te le dit, tu dis, bah oui, c'est logique. Oui, c'est évident. Bah ouais, c'est ça. C'est évident, mais tant que t'es pas confronté au truc, bah des fois ça clique pas, quoi. Puis tu te dis, ouais, c'est cool, j'ai une marque, j'ai une page sur les réseaux sociaux, j'en parle, on a fait des comment dirais-je, des relations presse, on est paru partout, enfin tu vois, tout le monde a parlé de nous. Bah, ça n'a pas fait rentrer grand monde en fait dans la boutique au début, tu vois. Et c'est là où en fait, tu comprends en fait les galères par lesquelles peuvent passer les entrepreneurs, en ayant un peu de pression forcément parce qu'il faut du résultat. Bah bien sûr. Mais on est tout en payé à la fin du mois, tu vois, donc c'est quand même différent. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que je parle de conscience professionnelle. C'est-à-dire que, tu vois, dans une situation comme celle-là, tu pourrais te dire, bon, bah tant pis, ça marche pas, je vais reprendre ma vie, voilà. Mais toi, tu avais cette conscience et cette volonté, tu vois, de vraiment, bah moi, je suis porteur de projet, je suis honneur de mon truc, j'ai envie que ça fonctionne, on me regarde, on attend de moi des résultats. Ça, c'est un truc important. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Et puis, surtout, moi, je voulais qu'on réussisse. Enfin, on voulait réussir forcément. Et forcément, tu as envie de prouver des choses, de montrer qu'en passant par ce parcours-là, tu vas chercher d'autres enseignements. On a eu des enseignements très très forts. Franchement, sur Mekit, même de manière incroyable. Et pas ceux qu'on attendait. Et ça, c'est juste génial. Parce qu'en fait, tu te dis, ah ouais, je suis sûr que je vais faire ça. Et puis en fait, non, tu te plantes et tu as fait ça, quoi.
Et ça, c'est le kiff de l'entrepreneuriat pour le coup. Ouais. Parce que donc, globalement, à peu près toutes les entreprises, tu découvres, t'es persuadé d'un truc et puis après tu te dis, mais non, mais putain, pourquoi j'ai pensé ça en fait. Donc ça, ça c'est vraiment le gros kiff. Ouais. Et en tant que toi, d'un point de vue ownership du truc, demain, tu vois, make it, ça devient, c'est la folie, ça devient vraiment un truc de fou, etc. À quel point toi t'es toujours entrepreneur de ce truc, enfin, comment ça se passe? Non, c'est fini. En fait, le mandat, c'était vraiment, ça a été clair dès le début. Hein. C'est un projet de l'entreprise et c'est pas un projet personnel. Donc, ok. Parce que donc toi, tu n'as pas de part dans ce truc ou voilà. Non, j'ai pas de part dans mes kits. Non, ça reste un projet. Ça reste un projet. Ça a été clair dès le premier Go No Go. Où l'entreprise a dit les gars. Et ce que je comprends, hein, c'est un projet Leroy Merlin et on y va sous bannière Leroy Merlin. D'ailleurs, petite anecdote, c'est quand on a ouvert la première expérience pendant 1 mois et demi. En haut de la vitrine, c'était marqué mes kits et en bas, c'était marqué Leroy Merlin. Et en fait, c'est évident, on nous a demandé de rapprocher les deux marques pour dire non, on assume que c'est mes kits Leroy Merlin. Mais pour moi, c'est très clair et ça me va bien en fait. Hein. D'accord. J'étais OK avec ça sans aucun souci. Pour moi, c'était déjà un kiff de pouvoir expérimenter ça. Enfin, c'est une expérience de dingue. Te dire, ton entreprise te dit pendant 1 an, tu vas tester un truc à fond sur en plus quelque chose que t'aimes et tu vas apprendre des choses pour l'entreprise. Alors, l'objectif à terme, c'était de voir où est-ce qu'on pouvait aller en termes d'enseignement. Bien sûr. On parlera peut-être après, mais il y a eu un après Make It avec l'ouverture dans un magasin Leroy Merlin. Où là, tu te dis, et en plus, on a eu des enseignements forts quand on a ouvert dans ce magasin-là à la Madeleine. Vraiment. Où on était break-even. On était rentable. Le truc, on pensait pas au bout d'un moment. Enfin, on avait bien optimisé. Et on avait découvert une activité, notamment grâce au sprint qu'on avait fait ensemble, sur le team building, qui a cartonné à la Madeleine. Je me souviens. À la Madeleine, c'est ça qui nous a fait justement être à zéro, vraiment payer nos dépenses, quoi. Excellent. Donc, parmi les apprentissages, si tu devais partager un peu quelques apprentissages, que ce soit d'un point de vue business ou même toi d'un point de vue quoi. Apprentissage, alors le lieu qu'on avait loué était très cher, donc rentabiliser. Rue des Rosiers, tu veux dire. Rentabiliser, c'était compliqué. Par contre, les enseignements forts, c'est que 90% de novices, de gens qui bricolaient pas, 80% de clients non Leroy Merlin, et puis on était sur 70% de femmes, 25-40 ans. Donc l'inverse de la cible Leroy Merlin quasiment, quoi. Et là tu te dis, bon, ok, sympa. Quand on est passé au magasin de la Madeleine, on s'est dit, bon, on va avoir plus de clients Leroy Merlin. Bah, en fait, tu restais à 50% de clients Leroy Merlin et 50% de non-clients Leroy Merlin que tu attirais dans le lieu. Et 50% hommes-femmes. Enfin, grosso modo, chez Matisse. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Et, oui, donc, ouais. Donc, dans une logique. Parce que ce projet-là, il avait été porté dans une logique un peu de conquête sur des nouveaux segments, etc. Donc, objectif atteint. Oui. Ah, bah, pour le coup, oui, carrément. Carrément. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans les magasins. Tu vois dans certains magasins en France des cours de bricolage, des soirées organisées. Et on retrouve ces cibles-là, en fait, qui viennent à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, les verbatims qu'on avait des clients quand on a ouvert la première et la deuxième expérience, c'était... Ah ouais, c'est des enquêtes, hein, forcément. Je connais Leroy Merlin, c'est le magasin de papa. Et là, tu te dis... c'était vraiment ça, les verbatims? Ouais. Ah ouais. Ça, on l'a eu... où j'y allais le samedi quand on était... Quand on était à la maison, notre père nous y amenait, et on passait toute la journée là-bas, quoi, tu vois. Ouais. Et tu dis, ouais, c'est génial, il disait ça rajeunit l'image de marque. Nous, on n'a pas pensé que ça pourrait être ça, en fait, comme verbatim. Oui, mais en même temps, ce que tu disais, c'est que quand tu regardes la population Leroy Merlin... Oui, forcément, ça tranche. Voilà, donc, ok. Très bien. D'autres apprentissages? Le fait qu'on ait optimisé, on est ouvert avec 5 coachs. Et on s'est rendu compte que sur l'amplitude horaire, on pouvait vachement optimiser l'amplitude horaire. En fait, les Parisiens, ils viennent à des moments précis de la journée. Ouais. Donc ça, gros apprentissage, parce qu'en fait, tu te dis, ok, finalement, demain, si j'ouvre un lieu, peut-être que ce sera un lieu partagé, ce sera peut-être pas un lieu en propre, d'où l'importance du magasin. Et on était passé de 5 à 2,5 sur presque la même amplitude horaire. On avait rogné un peu les heures sur le midi, etc. Le fait que ce soit en magasin, Leroy Merlin, ça marche. Et on était passé de 200 mètres carrés à 45 mètres carrés parce qu'en fait, les produits étaient autour dans le magasin, en fait. Donc là, tu sortais de la boutique dans le magasin et t'allais chercher tes produits. On avait peur, nous, au début, en se disant, ça va pas être la même expérience. Et pour autant, la déco qu'on a mis dans ce lieu-là, dans le magasin, rappelait mes kits. Ouais. Et les gens se sentaient pas dans le magasin. Le verbatim, c'est ça. Ah, je me sens pas dans un magasin. Je suis dans ma bulle, en fait. Tu vois. Ouais, non, mais tu vois, c'est hyper intéressant. Et puis, tu vois, on parlait de Pinterest tout à l'heure.
tu vois, le magasin rue des Rosiers, c'était très ambiance Pinterest. Et je pense qu'effectivement, si tu veux ramener un peu ce côté DIY, etc., c'est une ambiance qu'il faut mettre, en fait. C'est particulier, ouais. C'est ce truc-là qu'il faut. Et ça, l'équipe de coach nous a apporté ça. Et eux étaient dans le lieu tout le temps. Alors nous, après, on venait 3-4 jours par semaine. Parce qu'eux géraient en fait le lieu. Et ça, ils nous ont amené ça, en disant non, mais il faut changer les vitrines, en été on met ça, en hiver on met ça, etc. Et effectivement, ça marchait. On a testé plein de trucs. Afficher le produit avec son prix, décomposé. Autre renseignement, j'ai oublié d'en parler, c'est le paiement des services. Quand on était sur la première expérience, on faisait payer 5 € de l'heure l'établi et 5 € de l'heure le coaching, ce qui était très faible. Et on est passé à 15 € de l'heure minimum, et finalement, ça marchait. Et les gens nous prenaient des cartes cadeaux jusqu'à 20 heures, 30 heures. Et ça, c'était top. Franchement, c'était top. De voir qu'on pouvait faire payer le service pour que ce soit à son juste prix, finalement. Et je suis même pas sûr qu'on était encore assez cher. Le prix, c'est toi qui l'avais déterminé ? C'est vous avec l'équipe et les clients. Parce qu'en fait, première expérience, on a posé la question. On s'est dit, tiens, on va demander leur ressenti par rapport au prix, quoi. Et tout le monde nous a dit, mais c'est pas cher, quoi. Donc, sous-entendu, les gars, allez-y, quoi. ouais. Non, mais tu vois, c'est un peu... C'est pas une erreur, tu vois, mais c'est un peu le truc classique au début, tu mets des prix vraiment pas chers parce que tu sais pas trop, et puis voilà. Bon, après, toi, t'étais pris dans une organisation qui savait pricer les choses, qui vendait déjà des choses, mais quand t'es entrepreneur et que tu dois pour la première fois vendre des trucs... Trop compliqué. Et puis, à ça, du coup, se rajoute quelque chose que tu devais probablement pas avoir, mais la culpabilité de faire payer les gens, tu vois. Tellement. Bah si, on l'avait quand même. Ah ouais, tu l'avais ça ? Bah, bien sûr. On était là, en plus, c'était moi le coach, avec mes connaissances de bricolage. Donc, j'étais là, des fois, je suis pas sûr de ce que je vais lui dire. Ah ouais, c'était chaud. Oui, donc syndrome de l'imposteur. Et là, à fond. Et là, du coup, j'étais assez à l'aise avec les 5 €. Et en fait, ce qui est important aussi, du coup, pour les intrapreneurs ou les entrepreneurs, c'est faites un bon bench. Parce que le bench, en fait, il est primordial. Nous, on s'était benché sur Decathlon. Decathlon, à Lille, il y a ce qu'on appelle Between Village, qui est en gros le village Between, en fait, si tu veux. Et il y avait à l'époque une salle de sport dont le ticket d'entrée était 5 €. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire pareil, c'est simple, c'est pas si cher que ça. Et quand tu viens sur du one-shot, on n'avait pas eu la dimension, je viens plusieurs heures, etc. Et là, ça a de la valeur, en fait, ce que je propose. Bah bien sûr. Parce que je suis dans un endroit spécifique, tu peux faire de la poussière, tu peux faire du bruit, voilà quoi. Ah ouais. Non mais c'est pour ça, tu vois, vraiment ce truc au démarrage de je vais mettre un prix pas cher, blablabla. Mais en fait, et tu vois, c'est un truc assez paradoxal parce que souvent les gens ils se disent ah, je vais commencer par un prix élevé, puis au fur et à mesure je le descendrai si je vois que c'est trop. La réalité, c'est que bien souvent, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que, en fait, tu te dis, ah ouais, bon, déjà ce prix-là et tout. Puis en fait, tu te dis, mais en fait, j'ai de la marge et il faut que je l'augmente, tu vois. Largement. Et dans les faits, en plus, psychologiquement, ça a un effet beaucoup plus vertueux que les gens ils voient un prix augmenter plutôt qu'ils le voient descendre, tu vois. Dans les faits, le fait que le prix il augmente, tu te dis ah bah attends, c'est qu'en fait c'est très quali et tout, alors que si tu le vois descendre, tu te dis ouais, en fait c'est un peu pourri. Ouais, c'est clair. Et puis surtout tu peux justifier en faisant évoluer ton offre de service. C'est ce qu'on a fait nous en fait. Oui, en plus, t'as enrichi ton offre, donc c'était logique. Ouais, tout à fait. Ok. Je suis une grosse boîte, je veux lancer des initiatives, tu vois, intrapreneuriales. C'est quoi pour toi les prérequis, déjà, est-ce que tu encourages ça ? Ouais, j'encourage à fond. En fait, pour moi, c'est de la R&D en fait. Pour toutes les boîtes qui font pas de recherche sur un produit, etc., et qui veulent faire de la recherche et développement, c'est de la R&D en fait, l'entrepreneuriat. C'est je vais prendre un sujet, je vais l'explorer jusqu'au maximum, et puis je vais voir finalement ce que je peux en retirer, quoi. Mekits, c'est ça. Et les autres projets qu'on a menés aussi. C'est en gros, tu pars avec ton paquebot, tu pars avec ton Zodiac en exploration. Et tu ramènes des choses, en fait, sur le paquebot. Puis tu dis, OK, en fait, je prends cette direction, je prends cette direction. C'est un peu ça. C'était anticiper les prochains mouvements. Et fun fact, j'ai reparlé avec notre DG l'été dernier, et on s'était dit, bah, c'était peut-être un peu trop tôt pour Mekits, tu vois. Peut-être que l'exploration était un peu trop tôt en avance par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu vois, où tu as un retour justement à la matière, tu as un retour à do it yourself. Bon, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est un peu ça. Mais moi, j'encourage à fond. Vraiment, les apprentissages, ils sont juste dingues. C'est des apprentissages que tu n'auras pas en faisant différemment, en payant des campagnes de pub, etc. Clairement. Une valeur de dingue. Puis là, encore une fois, je pense que le fait d'avoir des gens qui sont honneurs du sujet, ça aide forcément, tu vois. Oui, ça aide. Clairement. Donc, je suis une entreprise, voilà, donc c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire de la R&D, etc. Pour toi, c'est quoi, donc, si tu devais donner un peu les prérequis ou alors, tu vois, les espèces de grandes directions, genre les points d'attention, de par tes apprentissages,
qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre toutes les chances de leur côté, tu vois, les boîtes qui veulent se lancer là-dedans? Je pense qu'il ne faut pas qu'elles le fassent seules. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur le marché pour accompagner des entrepreneurs. Il faut aller prendre conseil, déjà. Deuxième point, c'est de permettre d'avoir ces expériences-là au sein de l'entreprise. En fait, moi, je compare souvent l'entrepreneuriat à l'expatriation. C'est super, mais par contre, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, vraiment faire ces connexions-là avec les services clés. Quand tu as un projet en tête qui est maillé avec certains services, il faut les mailler tout de suite. Et avoir des gens qui soient détachés pour comprendre et relayer un petit peu l'information. Oui, mais du coup, tu vois, dans ce que tu dis, c'est important que ce soit détaché et c'est important que ce soit relié. Qu'il y ait l'information. Et qu'on favorise l'information. Et qu'on favorise quand il y a des points de blocage. Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on avait pu mener notre propre campagne d'acquisition, etc. Parce qu'on avait les cartes blanches là-dessus. Par contre, d'un point de vue finance, on devait être accompagné par un expert. Pour dire, OK, c'est quoi le business model, c'est quoi le compte d'exploitation. Donc là, on a eu besoin de bande passante dans l'équipe financière, justement pour nous aider sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir la capacité à être détaché, effectivement, d'avoir le mandat pour dire, c'est toi qui vas, t'es l'honneur et tu vas à fond sur ce truc-là. Mais on va pouvoir t'accompagner en fonction de tes besoins. Et typiquement, on s'est fait accompagner par un merchandiser qui a été détaché pendant X heures pour nous faire les plans du merch. Tu vois, c'est ce genre de choses en fait qu'il faut veiller à avoir en fonction de ton projet. Et après, c'est la gouvernance. Qui est-ce qui décide? Et ça, c'est hyper fort parce qu'en fait, souvent, tu as des gens qui viennent te voir en disant mais il faut que tu arrêtes, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Non, mais en fait, moi, mon mandat, c'est ça. Et on décide comme ça, à tel rythme, tous les 3 mois. Et d'ailleurs, j'invite justement à ce qu'il y ait du rythme. Ce que tu disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, effectivement, tu peux dire, OK, bah, c'est super, je prends le projet, puis on se revoit dans 1 an. Non, il faut rendre des comptes tous les 3 mois et dire, OK, c'est quoi tu es encore sur ton Zodiac, donc potentiellement, tu as 2 îles et tu vas sur laquelle, quoi. Tu vois voilà, et puis le dernier point, je pense que c'est en fait avoir des profils qui n'ont pas peur d'explorer et des gens qui sont capables de se dire, se remettre en cause, en fait. Je pense, ça, c'est hyper important. Tu vois, de se dire, OK, moi, je porte le sujet, mais je suis prêt à me prendre un petit coup derrière la tête parce qu'en fait, l'enseignement que je pensais avoir là, je ne l'ai pas eu. Par contre, je ne vais pas dire que je pivote parce qu'on ne pivote pas, mais je me décale un peu. Ce qu'on a eu sur les campagnes d'acquisition, on se dit, ouais, c'est génial, on va aller chercher cette cible. Flop. Oui. Tu vois, et tu te dis, bah, ok, bah en fait, la semaine d'après, on teste une autre cible. Et comme ça, en fait, tu te dis, ok, bah je bouge un petit peu, je fais un peu évoluer mon mindset aussi, et je fais un peu évoluer ma proposition de valeur. Est-ce que tu penses que... Alors, c'est une question un petit peu parenthèse dans l'échange qu'on a là, mais est-ce que tu penses que le fait que ce soit un projet qui soit porté par ta boîte et pas à 100% par toi, ça aide pas justement tu vois, ne pas avoir un attachement émotionnel à tes idées, à ton produit, etc., qui te permet justement de pouvoir évoluer plus rapidement? Peut-être, ouais. Parce que tu vois ce système de ah oui, bah en fait on fait un sprint et puis ça marche pas, puis c'est pas grave, alors qu'au début tu te disais que ce truc-là allait fonctionner. Tu vois, il y a certains entrepreneurs têtus. Oui, ils n'arrivent pas. Je ne peux pas accepter le fait que mon idée ne fonctionne pas. Là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, justement, facilite le fait que ça marche pas? Bah tant pis, on va tester autre chose, tu vois. Je pense effectivement, même si tu as quand même cet attachement émotionnel. Tu dis, mais moi, je veux être rentable. Tu vois, moi, c'était ça, je veux être rentable rue des Rosiers. Bon, au bout d'un moment, tu te dis, compliqué. Mais tu l'as quand même, cet attachement émotionnel. Mais oui, le fait que ce soit pas ta boîte, ça te libère cet esprit-là, de te dire, ok, en fait, ça marche pas, c'est pas grave, on change, on passe à autre chose. Et le fait d'être accompagné. La chance qu'on a eue, et c'est peut-être aussi un des conseils que je peux donner, c'est en interne, munissez-vous des bonnes personnes qui peuvent accompagner et aider justement à avoir ce mindset-là. Moi, je remercierai jamais assez Stéphanie, Nicolas, dans l'équipe innovation qui nous ont aidés à un moment donné à nous poser les bonnes questions. Mais pour moi, c'est quand même vraiment une grosse valeur. C'est quand tu te lances en tant qu'entrepreneur seul, etc. Bon, je repense à moi la première fois que j'ai monté une boîte. Pas de réseau, tu vois, je sais pas trop vers qui me tourner. Je pense qu'il y avait aussi un orgueil, tu vois, à ce moment-là, tu vois, t'es jeune, tu te dis, vas-y, je vais monter ma start-up, etc. Et donc, limite, tu repousses cet accompagnement-là, parce que tu te dis, non, mais je vais me débrouiller tout seul, etc. L'avantage d'être pris dans une organisation, c'est que tu comprends assez rapidement, je pense, la valeur des autres sur ton projet. Ouais. Et en plus de ça, on t'encourage à les demander, tu vois. Ouais, tout à fait.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, là où tu veux en venir, c'est que souvent, tu as peur, je pense, en tant qu'entrepreneur, qu'il y ait des mauvais conseils ou qu'on te dise, faut pas faire ça, faut faire ça. Et puis, tu ne sais même pas à qui demander. Et oui, en plus, t'as pas le réseau, c'est sûr. Quand t'as pas le réseau, voilà. T'as un peu aussi ce problème-là aussi en interne. Des gens qui vont te dire, ouais, mais c'est bien, mais pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Et puis, oui, alors il y a le problème inverse de les gens qui se mêlent. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, après, ça, tu sais, même quand tu te lances en solo, c'est pareil. Les copains, tu vois, c'est pas les collègues, c'est les copains, c'est la famille. Ouais, c'est ça. Mais les gens qui disent, ouais, moi, à ta place, j'aurais fait plutôt comme ça. Oui, mais non. Bon, mais là, le truc, c'est qu'en plus de ça, tu te dis, c'est des collègues, ils connaissent la boîte, ils connaissent le business, etc. Donc, naturellement, tu peux être tenté de beaucoup plus valoriser leur truc, quoi. Oui. Pour les expertises métiers assez froides, enfin, pas engagées émotionnellement, oui, clairement. Ouais. Après, tu as toujours des gens qui sont plus ou moins proches du projet, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de t'aider. Et parfois, en fait, c'est des fausses bonnes idées. Mais des fois, tu le sais pas, mais t'essayes. Alors, question un peu chaude, mais est-ce que tu sens que tu as des saboteurs en interne? Oui, t'en as. Ce serait de mentir que de dire non. T'en as, alors c'est peut-être pas des saboteurs, parce qu'en fait, je pense qu'ils s'ignorent. Mais des gens qui comprennent pas, encore une fois, on en revient à ce défaut de communication, d'évangélisation, j'ai envie de dire, qui comprennent pas parce qu'en fait, ça touche parfois un bout de leur projet. Et souvent, tu vois, je prends le parallèle, c'est pas eux, eux n'étaient pas saboteurs du tout. Mais Tech Shop, en fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi on refaisait Make It alors qu'il y avait déjà Tech Shop. Tech Shop, je précise, c'était un atelier, en fait, c'était 1000 m² où il y avait des machines professionnelles, en fait, pour permettre à des gens qui lancent des séries, des pré-séries, de venir créer des objets, créer des choses. Donc c'est vraiment une vision professionnelle. Très professionnelle. Nous, on était vraiment au niveau, on travaille le bois, on fait des meubles, quoi, tu vois. Et puis des gens qui ne savent pas faire. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc là, alors qu'eux, c'est plutôt des gens qui savaient faire, qui avaient déjà fait Make It depuis un certain temps, ou qui étaient déjà bien outillés chez eux et qui avaient envie justement de faire autre chose. Ok, et donc là tu sentais que mais vous êtes un peu en train de... Ouais, voilà, c'est ça. Vous marchez sur les plates-bandes, c'est la même chose, etc. Non, en fait. Et donc, pas saboteur, parce qu'en fait... Non, là, dans ce cas-là, c'est pas des saboteurs. Mais il y a une incompréhension. T'as une inertie, t'es obligé de repitcher, tu te dis, bah mince, mon pitch est pas bon, ou j'ai mal expliqué les choses, etc. Tu vois. Ouais. Moi, saboteur, tu vois, c'est plus dans le sens où... des personnes qui... parce que j'imagine aussi que quand tu portes ce type de projet en interne, ça te donne une visibilité en interne, etc. Tu vois, ça te met dans une configuration qui est assez propice à l'évolution de carrière, parce que dans ces grosses machines-là, on peut envisager le côté évolution de carrière. Et tu vois, moi, le côté saboteur que j'envisage, c'est les personnes qui peuvent se dire « on va me doubler là ». Tu vois ce truc-là? Ouais, je comprends. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, comme on était vraiment rattaché à Start, à l'innovation, on était vraiment dans une bulle à part. Et là, pour le coup, c'était pas, ça, on l'a pas vécu. Enfin, franchement. Est-ce que du coup, tu recommandes, tu vois, les organisations qui voudraient faire ça, de penser l'organisation justement pour que ce soit assez propice à ça? Oui et non. Oui, parce qu'en fait, effectivement, ça permet justement d'avoir ta bulle et d'avancer. Voilà, et non, les conflits. D'éviter en grande partie les conflits. Et non, parce que ça te coupe complètement du quotidien. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu disais par rapport à la communication et tout. Alors, il y a un équilibre à trouver. Ce que je disais par rapport au fait que l'intrapreneuriat, c'est un peu comme l'expatriation. Et quand tu reviens d'expatriation, c'est c'est bien, j'ai vu ce que tu avais fait, mais par contre, qu'est-ce que tu as fait réellement, quoi? Tu vois? Alors que bon, tu as eu plein d'enseignements, voilà, etc. Et du coup, je pense que c'est bien de garder ce lien, en fait, qui permet justement de faire échanger l'information, sans pour autant que ce soit néfaste pour l'un comme pour l'autre, quoi. C'est pas évident, c'est un équilibre à trouver, mais je pense que ça se gère. Ok, donc là on a parlé de qu'est-ce qui pourrait motiver les organisations ou c'est quoi les prérequis, etc. Je suis quelqu'un dans une grosse boîte, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pour porter correctement, tu vois, un projet en interne? Si tout est réuni dans la boîte, c'est-à-dire qu'en gros... Oui. Tu sais qu'il y a le dispositif, il existe, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis la bonne personne ou que c'est le bon moment Ouais, c'est une super question. C'est pas forcément évident à déceler. Je pense que dans ton organisation, il faut déjà que tu aies la place. Et effectivement, quand tu as la place, c'est de pouvoir t'entourer. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher plein de gens autour de nous, en fait. Et on a été chercher avec différentes casquettes. On a été chercher des directeurs de marché, des merchandisers, des responsables com, des gens à la finance. Voilà. On s'est entouré d'un écosystème. Et je pense que ça, c'est hyper important. C'est pas rester seul et partager et faire en sorte que cette idée-là, elle soit partagée finalement. Parce qu'en fait, quand on a lancé Make It, nous, on a créé un groupe projet. On s'est dit, bah voilà, on met des gens autour de la table. On va dire, c'est ça notre projet. On y va. Tu vois? Mais sauf que quand tu fais ça dans une organisation, bah, tu retrouves l'inertie que tu connais bien sûr. Les projets meurent. Et donc, en fait, faut déjà, je pense que quand même, cette phase-là, elle est hyper importante de pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir décider et te faire avancer. Ça, c'est hyper important. Mais du coup, c'est s'entourer et mettre du rythme.
Parce que du coup, tu t'entoures des gens, mais il ne faut pas non plus que ça fasse le soufflet, quoi. C'est montrer l'appétence, c'est tester à échelle réduite. Tu vois, quand on a lancé Make It, on a fait un test, on a fait 2 tests. Un qui était à l'Université catholique de Lille. On était dans le hall de la fac de droit. On a ramené de la matière et des machines et on a dit bricole ton meuble. C'était gratuit. On a vu les étudiants, on a fait des interviews comme ça. Et c'était génial. Et en fait, c'était même hack ton meuble. Ils étaient juste super contents, quoi. Mis à part 1 ou 2 profs qui n'étaient pas forcément contents qu'on fasse du bruit dans le hall. Mais sinon, c'était génial. Et le deuxième test qu'on a fait, c'était chez Leroy Merlin. En fait, on a la rue, on appelle ça la rue, et il y a ce qu'on appelle le laboratoire des usages. Et c'est un espace dans lequel on peut venir tester des choses, etc. Et donc là, on avait privatisé l'espace. Et même chose, on avait fait ça avec les collaborateurs en interne. Wow, génial, quoi. Ils avaient adoré ça. Et donc, tu prouves, en fait, que ton projet, ce que tu as en tête, il y a une résonance concrète. Je pense que ça, c'est hyper important de montrer aux décideurs que tu as quelque chose en tête, c'est une super idée. Et concrètement, voilà comment ça fonctionne. Mais j'invite aussi les gens qui se sentent l'âme de porter ça en interne, parce que souvent, tu as envie de faire des choses, tu as envie de bouger. C'est justement passer par ces méthodes. La méthode Lean Startup, mais d'autres, en fait. Parce que c'est hyper efficace. Moi, sur le coup, quand on m'a parlé de méthode Lean Startup en août 2017, je dis, c'est quoi ce truc, quoi ? Le pitch. On a fait un pitch la première journée, je me rappelle... il était éclaté. Franchement, nul, mais parce que tu comprends pas, en fait. Bien sûr. Tu comprends pas. C'est normal. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de participer, de donner des cours en école. Et je leur dis, moi, j'ai 3 conseils à vous donner en sortant du cours. 1, faites ce que vous aimez dans la vie. Parce que ça me paraît hyper important de te lever le matin, d'avoir la banane. Après, c'est très personnel. Après, ils en font ce qu'ils s'en veulent. 2, c'est l'art de la négociation. Parce que tu négocies tout le temps, partout, avec tout le monde. Donc, si tu sais pas négocier... C'est très ricain comme vision des choses, mais en même temps, c'est vrai. Tu vois, c'est le vécu. Parce qu'en fait, tu négocies pas qu'avec l'externe, tu négocies aussi en interne. Tout le temps. Et 3, c'est l'art du pitch. Si tu sais bien pitcher ton projet, normalement, tu vas taper aux bonnes portes et tu vois, on t'écoute. Moi, un des pitchs de Make It, quand on commençait, le premier pitch, je crois, premier comité avec la direction, la première phrase, c'est on va vous parler du projet qui va changer la vie de ma sœur. Ma sœur qui est plus jeune, qui habite à Paris, qui sait pas bricoler, tu vois. Tu te dis, bah ouais, tu captes l'attention, en fait. C'est pas mal. C'était pas mal. J'étais en train de me dire, attends, où est-ce qu'il veut m'amener avec cette phrase? Mais et du coup, on a fait une photo avec ma sœur, avec son meuble. Parce qu'elle est venue faire un meuble avec son conjoint. Et je l'ai montré à Thomas, notre DG à l'époque, ouais. Ah oui, donc ça, c'était vrai. Et c'était vrai, pour le coup, tu vois. Oui, non, mais là, tu captes l'attention, ouais. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, pas négliger le pitch, pas négliger la preuve, en fait. Commencer à avoir des éléments de preuve. Parce que sinon, en fait, c'est vrai que tu te bases sur rien. Ouais, c'est... Et donc, ça peut être des interviews, ça peut être, je sais pas, moi, je me mets dans la rue, je vais voir les gens, je fais... Oui, non, mais en plus, tu vois... Les interviews, il y a plein de gens, ils font des interviews, mais ils posent des questions biaisées, blablabla. Mais là, en fait, ce que tu disais, tu débarques dans l'école ou dans le magasin, tu vois comment les gens y réagissent, exactement. tu vois. Ou même, je sais pas, tu les filmes, tu les prends en photo, tu discutes et tout. Ça, c'est puissant. Ouais. C'est puissant. Ça, c'est très puissant. Et c'est le bouche à oreille après derrière. Tu dis, bien sûr. Tu portes un projet, c'est génial et tout. Bien sûr. Pour toi, c'est quoi un bon intrapreneur ? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, moi, je pense que c'est une question de mindset. Si t'as pas la volonté d'être curieux, de découvrir et de te remettre en question, après ça tu sais pas, je pense forcément. Et puis surtout de te donner le temps en fait de faire ça et de ne pas t'en vouloir si tu n'y arrives pas. Tu vois, de se dire, vraiment ce sujet de remise en question, pas remise en cause, remise en question sur ton projet, sur la façon dont tu le vois, quelqu'un qui sollicite le regard d'autrui aussi de temps en temps pour se dire ouais, ça je l'ai peut-être oublié, et qui sait s'entourer aussi des bonnes personnes internes externes, tu vois. Après, je pense que tout le monde pourrait être intrapreneur, mais il faut se connaître pour ça, je pense. Ça me fait aussi penser, tu vois, on parlait du fait que ça peut créer des opportunités en interne, etc. Est-ce que tu penses... moi, je me dis, il y a certaines personnes qui peuvent considérer, en revanche, que de s'embarquer dans ce type de projet, si ça ne fonctionne pas, c'est du coup un auto-sabotage. Ça peut être une impasse, ouais. Tu confirmes ? Tout dépend. C'est dans quel cadre tu fais ça. Là, nous, on était bien accompagnés, on a eu les bonnes personnes. Enfin, encore une fois, on était au sein de Start, on n'était pas loin de la direction générale. Mais nous, il y a eu un événement, mondialement connu maintenant, qui est le Covid, qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, l'expérience s'arrête parce que tu peux pas recevoir du public. Tu peux pas recevoir du public, donc ta proposition de valeur, c'est de recevoir quelqu'un dans un lieu, quoi. Donc voilà, on pivote, on fait un site internet, etc. Mais forcément, ça s'essouffle un peu avec cette période-là, et donc compliqué. Je sais pas ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu le Covid.
Je pense qu'on aurait continué à développer, ouvert d'autres magasins, etc. Là, ça a vraiment mis un coup d'arrêt. Et donc, moi, ce que j'ai vécu là, je ne sais pas te dire si c'est lié à la conjoncture ou si c'est... Oui, mais on va dire qu'il y a des circonstances qui n'ont pas aidé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas dire si c'est vraiment lié aux circonstances ou si ça aurait été pareil s'il n'y a pas eu ça, quoi. Oui, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que du coup, ce doute, il ne joue pas particulièrement ni en ta faveur, ni en ta défaveur, du coup. Tout à fait. Donc, c'est vrai que, bon... C'est vrai que toi, dans ton cas, c'est ni un avantage ni un inconvénient finalement. Non, c'est ça. Ouais. Et donc, après, il a fallu quand même faire ce petit retour d'expat comme je te disais tout à l'heure. Parce que, mais pareil, il y a eu les organisations bougent, donc les gens changent. Donc, t'as plus les mêmes personnes en face de toi. Donc, voilà, c'est... Mais ça a au moins permis en interne de montrer que tu étais capable de prendre un sujet, que tu étais capable de te battre pour un projet et aussi pour la boîte. Ouais. Parce qu'il y a ces deux niveaux, en fait, qui sont assez intéressants. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux être honneur des sujets que tu portes aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est clair. Oui, je pense que en fait, la boîte a identifié le fait qu'on avait pu mener à bien cette expérience-là et donc a plutôt confiance, je pense, dans le fait de confier d'autres projets. Mais ça reste à toi, finalement, d'aller créer tes opportunités. En tout cas, dans le cadre de Leroy Merlin, c'est le cas aussi chez Boulanger ou chez Decat, on en parlait tout à l'heure. C'est souvent à toi de porter ton projet, de dire bah voilà, ça m'intéresse, et encore une fois, montrer la preuve que ça fonctionne, et dire ok, bah on y va, test à petite échelle, et après on se met en mode de gouvernance assez, à intervalles réguliers, voilà. Oui. Ok. J'avais une dernière question et je l'ai zappée. Mince, ça va revenir. non, mais c'est pas grave. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros enjeu de culture, tu vois, on a très rapidement parlé de la culture au tout début de notre échange. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment ce truc culturel fort on accepte effectivement qu'il y ait des projets qui soient portés par des personnes en interne, on accepte de donner de la ressource, tu vois, de mettre à disposition de la ressource pour que les personnes elles puissent vraiment progresser, etc., etc. Et tu vois cet enjeu de ce qu'on disait sur ah bah tiens, du coup ça va me permettre de pouvoir évoluer plus vite ou en fait ça va être l'auto-sabotage, etc. Tu vois, j'ai l'impression quand même au travers de la conversation que toi j'ai l'impression que c'est pas du tout quelque chose, tu vois, sur lequel tu t'es vraiment... tu vois, tu t'es trop posé ces questions-là. J'ai l'impression que tu te les ai pas trop posées. Pas du tout. Ouais. Et que c'est notamment un enjeu culturel de... en fait, moi, j'ai senti que j'étais dans un safe space un peu, tu vois. C'est un peu ce truc-là de... En fait, je sens que je vais être accompagné, que je vais pouvoir tester mes trucs, et ça, je pense que quand même, c'est très, très particulier, quoi. Ouais. Et ça, tu penses que c'est vraiment lié à... Tu vois, du coup, Leroy Merlin fait partie de, on va dire, l'écosystème Mullier. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui est très lié à cet écosystème ? Je pense. En fait, c'est très, très culturel. Quand tu partages, je partage avec mes collègues de Decathlon ou de Boulanger ou d'autres, en fait, tu as cette même fibre. De dire, alors plus ou moins, ça dépend en fait. Hein. Mais je pense que c'est lié, effectivement, cette âme-là d'entrepreneur, d'avoir monté des business, etc., elle est restée au fil du temps, en fait. Et je pense que c'est lié. Maintenant, ça n'empêche que demain, tu veux mettre en place ça, tu peux. Mais ça va demander du travail. Tous les prérequis qu'on a vus là, voilà, ils sont hyper importants. Parce qu'en fait, sinon, tu vas être méfiant, tu vas pas laisser la place, tu auras des saboteurs. Voilà, et donc tu n'auras pas d'enseignement, et puis tu diras, finalement, l'entrepreneuriat, ça sert à rien, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu définirais le niveau de, tu vois, est-ce que Leroy Merlin, tu considères qu'il y a une culture de la performance ? Oui, mais qui n'est pas forcément financière. Ok, donc justement, c'est pour ça que j'ai fait la question en deux temps. C'est comment est-ce que tu qualifierais le fait qu'il y ait cette culture de la performance ? Comment elle se traduit en fait ? Elle se traduit déjà par le fait qu'on est tous actionnaires de l'entreprise. Et que en fait ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, du coup je te réponds avec une réponse très personnelle et historique. Quand je suis arrivé en 2015-2016 chez Leroy Merlin, j'arrive chez le leader européen du bricolage, hein. Enfin faut se le dire, Leroy Merlin est loin devant ses concurrents alors physiques du retail en France notamment, et pour autant c'est jamais bon, quoi, tu vois, c'est jamais assez, on va jamais, tu vois, c'est bien, hein, mais on fête les victoires, c'est génial, mais toujours cette remise en question. Et en fait, je pense que c'est ça la clé, c'est de se dire, la remise en question, de se dire, ouais, mais alors attends, là, est-ce que je peux pas aller chercher ça ? Et là, est-ce que je peux pas aller chercher ça ? Et de te dire, ouais, c'est top, mais je peux encore aller un pas après. Et je te fais confiance pour que tu y ailles. Et je te fais confiance pour que tu trouves les clés, pas forcément financières. Alors bien sûr, on est tous actionnaires d'entreprise, donc oui, forcément, à un moment donné, il faut que ça... Mais pour autant, on te laisse la capacité d'aller explorer. Et je pense que c'est lié à la culture, c'est lié à tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Je viens de me souvenir de la question que j'avais perdue tout à l'heure.
est-ce que ça t'a donné envie, tu vois, on disait, est-ce que tu avais eu envie d'être entrepreneur avant de porter un projet intrapreneurial et tu disais non. Est-ce que le fait d'avoir porté un projet intrapreneurial, ça t'a donné envie de devenir entrepreneur? Ouais, mais pas tout de suite. En fait, oui, dans le sens où j'ai trouvé l'aventure géniale, et pour autant, je m'estime pas suffisamment mature aujourd'hui pour le faire. Et surtout, en fait, j'ai plein d'idées, et en fait, j'ai un peu le syndrome de ah ouais, j'ai une super idée, et puis genre le jour d'après, bah, l'idée, en fait, c'est une boîte qui lève de l'argent, tu vois, tu dis ah ouais, bon, ok. Je pense que ça arrive à plein de gens, ça. Bien sûr. Et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, et de me dire mais pourquoi moi, en fait, pourquoi je monterais un business là-dessus? Et pour l'instant, en fait, faut que ça mature encore, tu vois. Et que je continue à comprendre des choses. Et ce que je fais là, en fait, aujourd'hui, m'éclate. En fait, sur l'occasion et la seconde vie, c'est génial. Donc, j'ai pas d'intérêt finalement à date à faire ça. Mais oui, ça a égayé cette c'est venu planter la graine. Ouais, exactement. Oui, puis en plus, je veux dire, t'as appris des choses qui te mettent quand même dans une situation où tu te dis, bon, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc. Mais il y a moyen. J'ai appris des trucs, je sais comment ça se passe, voilà quoi. Oui, c'est ça, t'as les enseignements nécessaires, et puis en fait je me connais mieux, je pense qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais c'est important de se connaître, enfin, de manière personnelle, professionnelle, mais professionnellement parlant, savoir ce que tu fais, ce que t'aimes faire, là où tu prends du plaisir, etc., et qui peut finalement venir te compléter. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper important en entrepreneur. Ça a été un gros apprentissage pour toi? Ça a été un gros apprentissage pour moi, ouais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes caractères avec Anthony, et je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué entre nous. Ce qui fait qu'il y a eu à un moment donné des moments de tension, comme dans, je pense, toute entreprise en entrepreneuriat. Et si c'était à refaire, ou en tout cas si c'était pour monter un business en entrepreneuriat, je pense que je prendrais le temps de choisir. Et vraiment de me dire, ok, bah, c'est compatible ou pas, quoi. Tu vois, du coup, là, je raconte une anecdote personnelle, ouais. mais avec Enguerrand, donc avec qui je suis associé chez Bulldozer. En fait, on a bossé pendant... En fait, on a fait pendant presque 1 an Bulldozer. Donc, et notre première année, on a eu une grosse croissance. Hein. Mais pendant presque 1 an, on a bossé ensemble, on a porté ce truc et tout, avant de se dire, viens, on s'associe, en fait. Carrément. Tu vois et en fait, le truc qui est dingue, c'est que avant qu'il y ait cette conversation, on ne l'avait jamais envisagé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, viens, on fait un business, et puis on verra où ça va. Et puis il y a eu un moment donné où on s'est dit, franchement, on s'éclate, on bosse super bien ensemble et tout, viens, on s'associe. Et en fait, je pense que c'est la meilleure des manières de faire le truc. Mais bien sûr. Parce que je me suis déjà associé dans le passé avec des personnes, etc. Et où la première conversation, c'est l'association. En fait, tu sais, c'est, ah bah viens, on monte ce truc, on s'associe, et puis du coup, voilà. Et en fait, au bout de 6 mois, tu te dis... Ouais, non. Si c'était à refaire, je suis pas sûr que je m'associerais avec cette personne, tu vois. Et là, en fait, tu vois, de le prendre complètement à l'envers, tu fais le business, et puis au bout de 6 mois, attends, viens, en fait, on a la conversation. Et ben, en fait, je pense que ça a vraiment été un truc, tu vois, qui a été très fort dans notre association. Donc, je recommande vraiment aux gens, tu vois, c'est vraiment ce truc-là de, non mais, viens, on fait notre truc. Et puis, il y a un moment donné, peut-être qu'on se dira, ça vaut le coup de s'associer ou pas. Mais en fait, t'es pas attaché, tu vois, t'es pas... Enfin, voilà, t'es pas lié, ouais, c'est clair. Ouais, et t'es pas forcé d'avoir des conversations que t'as pas envie d'avoir, etc., tu vois. Enfin, c'est quand même... Donc, et vraiment, tu vois, maintenant, moi, je prends le recul en me disant, franchement, c'est super bien que ça se soit passé de cette façon-là, surtout que du coup, ça a été fait de manière extrêmement naturelle, tu vois. Mais ouais, si c'était... Enfin, tu vois, si... C'était à refaire, tu ferais comme ça, ouais. Ah ouais. Si demain, tu vois, je dois remonter une autre boîte, etc., je le referais de la même manière. Ah, je comprends 10 fois. Et moi, je comparerais ça à de la coloc, en fait. Exactement. Tu vois, bien choisir avant de faire la... Moi, je fais une coloc avec mon meilleur ami, et j'étais sûr à 100% que ça allait bien se passer, et ça s'est super bien passé. Mais j'ai eu tellement de cas autour de moi, de gens qui ont fait une coloc comme ça, avec des gens qu'ils avaient croisés à la fac. Tu te dis, bah non, en fait, c'est sûr que... Enfin, vous connaissez pas, quoi, donc... Voilà, et en entrepreneuriat, c'est pareil. Enfin, en tout cas, l'entrepreneuriat aussi, faut être sûr de ce que tu veux faire, avec qui et comment, quoi. Le contrat est hyper important. La coloc, ça me fait penser, moi j'ai été en coloc à Paris avec un mec que j'ai rencontré le temps d'une visite, on s'est mis en coloc ensemble. Au final, j'ai découvert plus tard qu'il pensait que la Terre était plate, des trucs... Non mais sérieusement, tu vois. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais je suis tombé sur un fou, quoi. Il y a eu l'épisode de Friends là où Joey se met en coloc avec... Exactement. Mais du coup, ouais, tu vois, après on a eu ce genre de conversation et je me suis dit, où est-ce que je suis tombé, quoi, tu vois. Et oui, si jamais j'avais su ça avant, je me serais peut-être pas mis en coloc avec lui. Bref.
Bref, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois d'autres points un peu importants autour de ce sujet ? Non, ça me paraît pas mal. Franchement, ça me paraît pas mal. Je pense vraiment, on a résumé les grandes étapes. Vraiment créer l'écosystème, pouvoir avoir la place pour le faire, bien communiquer, le mandat, la gouvernance, le rythme, hyper important. Et puis avoir les gens qui ont ce mindset-là, qui ont envie d'explorer. Quoi. Je pense que ça, c'est hyper important. Peut-être si tu prends des gens qui sont issus du sérail, il faut être sûr justement qu'ils ont la capacité ou la volonté en tout cas d'avoir ce mindset-là et ce changement en fait. C'est un vrai... Moi j'ai pris une claque avec l'entrepreneuriat. Mais est-ce que... attends, parce que du coup là on aborde aussi un point, c'est toi en fait t'as porté ce projet finalement pas très longtemps après que tu rentres dans la boîte. Ouais, en fait oui. 2 ans, tu vois. 2 ans, ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit être porté, ou qui est plus facilement porté par des gens qui je sais pas. n'ont pas 15 ans de carrière dans la boîte ? Ouais, je sais. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas, parce que encore une fois, ça dépend de ta volonté, ta curiosité, ton envie de te remettre en cause. Mais en fait, là où je te dis que j'ai pris une claque, c'est parce que moi, auparavant, j'étais acheteur pendant 4 ans, donc j'avais un espèce de pattern de mon métier. Je savais ce que je devais faire à tel mois, etc. Donc c'était très rodé. Ouais. Et t'arrives là, on te dit, bah non, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Première claque, et on te dit, bah en fait, tu vas dans la rue, tu vas voir les gens et tu vas leur poser des questions, quoi. Ah bon? Moi, j'ai plutôt des études clients, j'exagère, les panels Nielsen, etc. Tu vois, et tu fais tes revues de gamme. Alors oui, des fois, tu fais venir des clients, mais tu vas pas dans la rue comme ça poser des questions, tu vois. Mais d'une certaine manière, c'est une reconnexion avec la réalité, tu sais. Mais en fait, c'est là où c'est ça, cette claque que j'ai pris. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait autre chose que le monde dans lequel j'étais, finalement, tu vois. Que les tableaux Excel, de machin. Exactement. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, intéressant. Parce que quand j'ai eu le choix de poursuivre, j'ai eu le choix, en fait, on nous a pas mis le couteau sous la gorge en disant, allez, faire Make It. Je me suis dit, en fait, j'aime bien mon métier. Parce que j'ai vraiment envie de le quitter. J'adorais mon métier, franchement, être chef de produit chez Leroy Merlin, pour moi, c'était le Graal, quoi. J'étais super content. Et il y avait Make It qui se présentait, et je m'étais là, c'est hyper intéressant, ça me donne envie d'y aller, mais est-ce que je fais pas une bêtise ? Et ben en fait non, je regrette pas du tout, vraiment au contraire. Et au fil des mois, au fil du temps, claque sur claque, c'est hyper intéressant. Mais pour revenir à ta question, je sais pas si c'est lié avec tu vois les gens qui ont 15 ans d'entreprise, peut-être qu'en fait ils ont aussi cet esprit intrapreneurial qui était refoulé quoi en fait, quelque sorte. Ils ont le feu en eux et puis en fait. Et puis on est tous plus ou moins entrepreneurs en fait, en fonction de ton métier bien sûr. Et donc tu fais des choses qui s'apparentent à l'entrepreneuriat, même si tu as un filet de sécurité derrière qui est ton salaire, mais. Ok. Merci pour tout ce partage. On te retrouve où ? Où tu veux, sur LinkedIn. LinkedIn ? Ouais, tu peux me retrouver sur LinkedIn. Après, sinon, là, je porte le projet de la seconde vie, donc il y a des choses qui vont arriver dans les magasins. Okay. En digital, sur le site, en fait, on rachète les produits de nos clients, donc principalement de l'outillage électroportatif. Mais ça va... Donc les perceuses, etc. Voilà, les perceuses, mais pas que, des ponceuses aussi, c'est des ponceuses qui traînent. Et on fait des tests en magasin, là, pour voir comment on peut faire ça en magasin. Ok, donc on peut te retrouver dans des magasins ? Pas encore. peut-être que je ferai une tournée, mais je te dirai. Okay. Excellent. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Jordan. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!